Bonsoir à toutes et à tous et très bonne année égérienne, qu'elle vous apporte paix, sérénité et lumière. Ensemble, passons en revue les principales informations de ce jour. Une série d'opérations militaires israéliennes ont visé plusieurs zones du Liban Sud, notamment les localités de Chakra et Brachit, tuant une personne. Une autre frappe a visé un moto à Beth-Lif, faisant au moins un mort. L'armée israélienne a également ouvert un feu intense vers les vergers de Al-Wazani et la localité de Sheba. La chaîne de la radiodiffusion israélienne a annoncé que l'armée avait tué 2 membres du Hezbollah lors des frappes de drones. Le processus de désarmement des forces non étatiques est, semble-t-il, bien amorcé, puisque l'ancien président du Parti socialiste progressiste Walid Jumblat a déclaré que toutes les armes, qu'elles soient entre les mains d'une partie libanaise ou non, soient remises à l'État de manière appropriée. Lors d'une conférence de presse, Jumblat a déclaré qu'une nouvelle page s'ouvre au Moyen-Orient et sur ce a affirmé que les armes devraient être détenues exclusivement par le gouvernement libanais. Jumblat a révélé qu'il avait informé le président de la République de la présence d'un stock d'armes dans un lieu précis à Mouhtara, en demandant aux services de sécurité compétents de s'en charger. Il s'agit, selon lui, d'armes légères et moyennes, accumulant après les événements de 7 mai 2008, période de forte tension entre le Hezbollah et son parti. Dans un premier commentaire après la trêve avec Israël, le guide suprême Ali Khamenei a considéré la guerre menée entre Israël comme une victoire. Le dirigeant iranien a félicité le peuple iranien, considérant ce qui s'est passé comme une victoire sur ce qu'il a décrit comme le régime sioniste fallacieux. Dans son premier commentaire après la trêve entre l'Iran et Israël, Khamenei a déclaré lors d'une intervention télévisée: « Je considère qu'il est de mon devoir de féliciter le grand peuple iranien. Tout d'abord, je vous félicite pour la victoire sur le faux régime sioniste. » Malgré tout ce bruit, malgré toutes ces affirmations, le régime sioniste s'est effondré sous les coups de la République islamique et s'est transformé en une épave, a-t-il poursuivi. Khamenei a aussi estimé que les États-Unis sont intervenus dans le conflit car ils redoutaient une destruction totale d'Israël, affirmant que les États-Unis n'ont obtenu aucun résultat concret de cette guerre et la République islamique a remporté une victoire, infligeant une gifle retentissante aux États-Unis. L'absence de Khamenei de la scène publique depuis environ une semaine a suscité un état d'anticipation dans les milieux politiques et populaires, alors que son pays traverse une crise sans précédent suite à l'escalade militaire avec les États-Unis et Israël. L'Iran n'a pas déplacé d'uranium hautement enrichi avant les frappes selon les États-Unis, sur fond de questions autour de l'impact de cette opération militaire sur le programme nucléaire de Téhéran. Donald Trump s'est emporté contre les médias américains après la divulgation d'un document confidentiel américain semant le doute sur l'efficacité des bombardements menés en soutien à Israël contre les sites stratégiques de Fordo, Natanz et Asfahan. Selon lui, les frappes américaines menées en Iran ont provoqué la destruction totale des installations nucléaires visées. Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, a également confirmé dans un communiqué que selon des informations crédibles, le programme nucléaire de Téhéran avait été gravement endommagé par les frappes ciblées récentes. Téhéran a admis que ses installations nucléaires avaient été considérablement endommagées par les bombardements israéliens et américains pendant les 12 jours de guerre. Mais des experts ont soulevé la possibilité que l'Iran se soit préparé à l'attaque en évacuant ses quelques 400 kg d'uranium enrichi à 60%, niveau proche du seuil de 90% nécessaire à la conception d'une bombe atomique. Je peux vous dire que les États-Unis n'ont aucune indication que de l'uranium hautement enrichi ait été déplacé avant les frappes, comme je l'ai vu aussi raconter à tort, a déclaré à Fox News la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt.
L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, avec qui le Parlement iranien veut suspendre la coopération du pays, a perdu la visibilité sur ce matériel à partir du moment où les hostilités ont commencé, a de son côté déclaré son directeur général, Raphaël Grossi. Selon un document classé secret défense rapporté par le média américain CNN, les frappes auraient retardé le programme nucléaire de Téhéran de seulement quelques mois sans le détruire complètement, contrairement aux affirmations répétées de Donald Trump. Une divulgation qui a rendu le président américain fou furieux. Grâce à ces drones, un architecte syrien construit son village. Lorsqu'il a fui son village bombardé lors de la guerre civile en Syrie, Abdelaziz Al-Mohammad a documenté les destructions en envoyant des drones le survoler. Grâce à ces données, cet architecte supervise aujourd'hui sa reconstruction. Quelques jours après la chute du président Bachar el-Assad en décembre, cet homme de 34 ans, passionné de drones, est rentré dans son village de Tal Mardir dans la province d'Idlib. Quand je suis revenu, j'ai été choqué par l'ampleur des destructions, dit l'architecte. On marchait dans les rues sans les reconnaître. Je n'ai pas retrouvé la maison de mes parents. Sous un soleil de plomb, il surveille des ouvriers qui finissent de réparer l'une des maisons de Tal Mardir. Près de la moitié des quelques 1500 habitants ont été détruites par les bombardements du pouvoir syrien et l'autre moitié est endommagée. Abdelaziz Al-Mohammad a fidèlement documenté les destructions lorsqu'il vivait encore dans son village. Et quand il a fui pour une zone proche de la frontière turque en 2019, il a commencé à envoyer des drones le survoler et prendre des images des dégâts. À son retour, il a en 2 semaines terminé de cartographier les destructions et établi une carte interactive du village montrant l'état de chaque maison. Grâce à son travail de documentation, il a pu obtenir le financement d'une ONG basée en Turquie, Shafak, pour commencer à reconstruire. L'ONG va débourser 1 million de dollars pour réhabiliter 434 maisons, soit un total de 800 endommagées. Les travaux doivent se terminer en août et englobent la remise en état de 2 puits et des réseaux d'assainissement. Aujourd'hui marque le 80e anniversaire de la signature de la Charte des Nations Unies le 26 juin 1945 à San Francisco, document fondateur qui, après sa ratification, donnera naissance à l'ONU le 24 octobre suivant. Voulant préserver les générations futures du fléau de la guerre, 50 pays signaient la Charte qui établit les principes de relations internationales, un document fondateur voilé depuis 80 ans. C'est plus que du papier et de l'encre, c'est une promesse de paix, de dignité et de coopération entre les nations, a insisté le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, cette semaine. C'est lors de la conférence de San Francisco du 25 avril au 26 juin 1945 que la charte est rédigée puis signée par les 50 délégations présentes. En 19 chapitres et 110 articles, la charte édicte les buts et principes qui doivent régir les relations internationales. Règlement des différends par des moyens pacifiques, souveraineté, égalité entre États, coopération en matière humanitaire et respect des droits humains. En cas de menace contre la paix internationale, le chapitre 7 donne au Conseil de sécurité le pouvoir d'imposer des sanctions pour faire respecter ses décisions, voire de déployer des moyens militaires. La charte crée également les principaux organes de l'ONU, notamment le Conseil de sécurité, avec ses 5 membres permanents disposant d'un droit de veto, l'Assemblée générale et le secrétariat, ainsi que la Cour internationale de justice. Les principes de la charte sont sans cesse violés à travers la planète depuis 80 ans. Certains principes entrent parfois en collision, comme le droit à l'autodétermination des peuples, contre non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État, ou encore légitime défense contre interdiction des actes d'agression. Dernier exemple en date, Téhéran, soutenu notamment par la Chine, a accusé Washington d'avoir violé la charte en frappant des sites nucléaires iraniens le week-end dernier, tandis que les États-Unis mettaient en avant le droit collectif à la légitime défense en accord avec la charte. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé un accord avec le Conseil de l'Europe
pour instituer un tribunal spécial afin de poursuivre et juger les responsables du crime d'agression contre l'Ukraine, qu'il espère voir un jour juger Vladimir Poutine. C'est la première fois qu'un tribunal spécial est créé sous l'égide du Conseil de l'Europe qui compte 46 membres dont l'Ukraine. La Russie en a été exclue peu après avoir lancé en février 2022 une guerre à grande échelle contre l'Ukraine. L'accord d'aujourd'hui et ce tribunal nous donne une vraie chance d'obtenir justice pour le crime d'agression, a encore déclaré Volodymyr Zelensky, arrivé à Strasbourg après avoir passé la journée à La Haye pour le sommet de l'OTAN, où il a notamment rencontré Donald Trump. L'agresseur doit perdre la guerre, a-t-il ajouté. Le tribunal spécial ne pourrait toutefois pas poursuivre le président russe Vladimir Poutine, ni son premier ministre Mikhail Mishustin et son ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov, tant qu'ils sont en fonction. Les 15 juges, issus de pays différents, seront choisis par un comité de direction et installés pour des mandats non renouvelables, allant de 3 à 9 ans. Outre le projet de tribunal spécial, le Conseil de l'Europe est à l'initiative d'un registre des dommages causés par la guerre en Ukraine. Ce registre a reçu plus de 34 000 demandes d'indemnisation à ce jour. En note finale, le Japon est submergé par le succès mondial de son or vert. En effet, le matcha, thé vert japonais en poudre produit à base de feuilles séchées, puis broyées, est devenu la star des boissons bien-être sur les réseaux sociaux et dans les boutiques de thé. Au cœur de Los Angeles, des clients défilent dans un bar à matcha minimaliste où la poudre de thé japonaise est préparée comme un grand cru. Vendue par paquet de 20 grammes, la poudre verte coûte entre 23 et 140 € selon la variété choisie. En l'espace d'un an, la production s'est retrouvée dépassée par une demande en forte hausse, entraînant une envolée de 198% du prix de cette poudre verte au Japon. Dans la ville de Sayama, en banlieue de Tokyo, Masahiro Okutomi, 15e génération à la tête de l'exploitation de thé familiale, a lui aussi été submergé par les demandes. Je reçois jusqu'à 3 messages par jour. J'ai dû mentionner sur notre site que nous n'acceptons plus aucune commande de matcha, affirme le producteur. La fabrication de cet or vert est un processus long et artisanal. Les feuilles, appelées tencha, sont cultivées à l'ombre pendant plusieurs semaines avant la récolte, puis sont cueillies à la main et débarrassées de leurs nervures avant d'être finement broyées. Le boom du matcha trouve son origine sur les réseaux sociaux, où des créateurs de contenu ont popularisé cette boisson d'un vert éclatant. Le gouvernement japonais encourage désormais les producteurs de thé à produire à grande échelle pour réduire les coûts. Mais dans les petites régions rurales, c'est presque impossible, expliquent les agriculteurs. La formation de la nouvelle génération prend du temps, cela ne s'improvise pas. C'est ainsi que prend fin ce journal. Rendez-vous demain, même heure, même antenne. Bonsoir.